Salut à tous pour ce nouveau topo d'un nouveau cycle de conférences ou de discussions marxistes. Donc, après avoir discuté dimanche dernier de l'Amérique latine et avant de discuter dimanche prochain de la situation de la santé dans la société capitaliste, bienvenue donc dans cette nouvelle série de discussions sur le marxisme aujourd'hui et l'intérêt du marxisme pour comprendre le monde actuel et pour le transformer. Donc, cette première présentation, elle concernera la philosophie de Marx. La semaine prochaine, on discutera de l'économie politique marxiste. Et dans 2 semaines, on verra la lutte de classe chez Marx et dans le monde contemporain. Alors, donc, pour commencer sans transition, on va parler du matérialisme historique, de comment Marx et Engels sont passés de la philosophie de Hegel à la critique de la religion, la compréhension du travail et finalement la critique de toute la société. Et donc, on va essayer de comprendre ce que c'est que la dialectique, le matérialisme pour, pour Marx et Engels. Et on va voir aussi à quoi ça peut servir aujourd'hui. Alors, je ne parle pas plus et je vais laisser la parole pour une présentation d'à peu près 1 heure à Clément. Après cette petite présentation, cette longue présentation, il y aura un débat. Et donc, je passe la parole tout de suite à Clément qui va parler de matérialisme dialectique et des origines du marxisme. Donc, coupez vos micros, montez le son et prenez de quoi noter parce que ça va aller vite. Et voilà, je laisse la parole à Clément. Alors, écoutez, oui, alors bon, voilà, Gilles a à peu près tout dit sur les conditions. N'hésitez pas à prendre des notes, en effet. Bon, d'abord parce on va pas le cacher dans cet exposé qui porte pourtant sur le matérialisme. Alors, on va parler néanmoins beaucoup d'idées, forcément. Néanmoins, en bon matérialiste, nous allons essayer quand même de restituer la naissance de ce matérialisme dialectique dans les conditions historiques qui en favorisaient seulement la probabilité. Alors, malgré le génie de la pensée de Marx et Engels, ces derniers n'en étaient pas moins les hommes de leur temps, produits de leur époque, c'est-à-dire d'une période bien déterminée, issue des plus grands bouleversements historiques que l'humanité ait jamais connus. En France, l'explosion... Attendez, j'arrive pas à bouger, mais... Ah oui, c'est bon. En France, donc, l'explosion révolutionnaire qui amène la bourgeoisie au pouvoir, ralliant derrière elle toutes les classes sociales, renverse absolument tout sur son passage, depuis les rapports de propriété jusque, évidemment, aux doctrines scientifiques, religieuses et philosophiques pourtant extrêmement bien établies. Le capitalisme, désormais désormais arrivé à son stade industriel, se propage de l'Angleterre jusque sur le continent. Premier système à vocation mondiale. Ouais. Et c'est en quelque sorte de ces trois sources, la Révolution française, l'économie politique anglaise et la philosophie allemande, que les doctrines de Marx et Engels sont le couronnement. Pourtant, il ne faut pas s'y tromper. Comme le disait déjà Hegel, la philosophie ne peint jamais que gris sur gris. Elle est comme la chouette de Minerve qui ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire qu'elle arrive principalement après la bataille, dans ces périodes de stagnation, de retard et de décadence, jamais au sein d'une société progressiste occupée à la transformation de cette même société. Alors, comme du temps de Platon, les réformateurs ont été nombreux en Allemagne à opposer à la cité décadente de leur temps l'image idéale d'une société utopique, déjà dépassée et réfutée par qui ne peut pas dans la réalité les moyens de sa floraison. Cette tendance s'est exprimée à l'extrême droite avec l'héroïque fantaisie du nationalisme pan-germanique et à l'extrême gauche avec la science-fiction du socialisme utopique quasi religieux. Pourtant, c'est en Allemagne que la pensée philosophique se fera l'écho le plus vibrant des bouleversements politiques qui viennent de l'autre côté du Rhin. Comme le dira Marx, le jour de la résurrection allemande était annoncé par le chant du coq gaulois. Pour les philosophes allemands, la Révolution française constitue un véritable électrochoc. Alors, pour vous donner deux anecdotes un peu idiotes, mais quand même qui valent le coup, pour vous rendre compte de l'ampleur des événements, songez qu'Emmanuel Kant, que vous voyez sur l'écran, enterré comme il le restera jusqu'à la fin de sa vie dans sa bourgade perdue de Königsberg, alors en Prusse orientale, le jour où il apprend la nouvelle de la prise de la Bastille, change pour la première fois, tenez-vous bien, l'itinéraire de sa promenade quotidienne.
Hegel, qui avait déjà opéré un acte de rébellion absolument suprême en 1789, en plantant un arbre de la liberté dans la cour de son lycée avec ses copains d'internat, qui n'étaient personne d'autre quand même que Schelling et Hölderlin, le poète, rédige et achève son premier ouvrage majeur, la phénoménologie de l'esprit, au son du canon à Iéna en 1806, pendant la bataille. Enthousiasmé qu'il est, malgré le pillage et l'incendie de son appartement par les troupes de Bonaparte, il n'emmène que son manuscrit et salue Napoléon dans la rue le lendemain, affirmant, je cite, que c'était l'esprit du monde qui avançait sur son cheval blanc. Alors, les armées napoléoniennes, à l'époque, exportaient alors en Rhénanie et imposaient par les baïonnettes les conquêtes bourgeoises de la Révolution française. Or, c'est précisément à Trèves, en Rhénanie, en 1818, que le petit Karl Marx voit le jour, fils d'un juif converti au christianisme et fonctionnaire de l'administration napoléonienne. C'est dans cette région, qui avait, semble-t-il, accueilli les troupes de Napoléon avec enthousiasme et où les intellectuels se disent volontiers jacobins, que Karl Marx quitte le collège et entre à l'université en 1836, à un moment où le mouvement révolutionnaire national allemand est en fait en perte de vitesse. En 1817, la répression s'abat sur... les étudiants, bien entendu, n'ont pas pour autant perdu leur fougue. Ils cherchent des conceptions et des doctrines, notamment du côté du nationalisme, capables de motiver théoriquement la haine qu'ils ont de la monarchie. Ça, c'est Waterloo. Ça n'a pas grand-chose à voir. En 1817, la répression s'abat sur eux. Juste avant la mort de Hegel, que vous voyez donc sur l'écran avec ses étudiants, en 1831, mort lui aussi dans une pandémie, le choléra, ces étudiants révolutionnaires envahissaient littéralement ses cours à Berlin. Les cours de Hegel, qui étaient pourtant fidèles défenseurs de l'État et de la monarchie prussienne, étaient pour cette raison étroitement surveillés par la police nationale. Et pour cause, les concepts et catégories de la philosophie allemande classique n'étaient capables de saisir la réalité que comme elle l'était, la tâche que se proposait l'hegelianisme était dorénavant de la comprendre telle qu'elle se développait. Alors justement, en Allemagne, les choses changent, et assez rapidement. Malgré la répression policière sous Frédéric Guillaume III, un libéralisme économique est concédé, ainsi qu'une réforme agraire, extrêmement favorable aux très riches, dans un pays encore à 70% agricole, ou à 70% rural. Celle-ci va transformer une bonne partie de la paysannerie en ouvriers agricoles et va jeter les autres vers les villes où ils vont massivement travailler au service de l'industrie. Tous les ingrédients sont alors réunis pour une révolution industrielle spectaculaire en Allemagne, soutenue par une union douanière qui va réaliser autour de la Prusse l'unité économique du pays et la mettre au centre de la politique européenne en quelques années, c'est-à-dire de 1818 à 1834. Mais avec le développement de l'industrie se propage un spectre. Comme le remarque Hegel, l'augmentation de la richesse à un pôle génère le dénuement de la masse des pauvres à l'autre pôle. Ce spectre hante ce que Hegel appelle la société civile et risque de la dissoudre dans une guerre civile. Ce spectre, vous l'avez reconnu, c'est le spectre tout simplement de la lutte des classes. Le mot est de Hegel, le terme de classe sociale. C'est ainsi tout naturellement que Marx tombera dans les bras de la philosophie hegelienne. Non pas sous sa forme institutionnelle et respectueuse de l'État, mais sous sa forme la plus achevée, celle qui tire toutes les conclusions les plus radicales de ses démonstrations et de la dialectique dans les domaines politiques, historiques et religieux. C'est parmi ces radicaux, ceux qu'on appelle pour cette raison les jeunes hegeliens, par opposition aux vieux, qui étaient souvent leurs profs, ceux qui l'ont appris d'ailleurs l'hegelianisme, que Marx va non seulement rencontrer Engels, mais aussi élaborer la doctrine restée célèbre sous le nom de matérialisme dialectique. Alors, on verra cette image tout à l'heure, je vous présente quelques-uns des mais en effet, historiquement, comme l'ont dit certains, c'est à travers Marx que Hegel a agi dans la conscience même très enfouie du XXe siècle. À tel point d'ailleurs que pour ce qui est de sa gloire posthume, Hegel la doit en grande partie à Marx et aux diffusions des idées marxistes. Car ce que Hegel a apporté à Marx, Marx, comme le diront certains, le lui rendra au centuple. C'est cette dette à Hegel que Lénine exprime en 1916, un an avant la prise du pouvoir en Russie. Je cite, on ne peut comprendre parfaitement le capital de Marx, et en particulier son premier chapitre, sans avoir étudié à fond et compris toute la logique de Hegel. Donc, pas un seul marxiste n'a compris Marx un demi-siècle après lui. Sympa pour ses amis marxistes. En effet, dans un article consacré au matérialisme militant, 2 ans avant sa mort, il réclame la fondation, non pas, comme on pourrait s'y attendre, d'une société pour l'étude de la dialectique marxiste, mais bien d'une société des amis matérialistes de la dialectique hegelienne. Une telle importance accordée par les marxistes à la dialectique nous amène aujourd'hui à nous reposer la question: qu'est-ce que la dialectique? En quoi
est-elle déterminante dans la formation et la structuration de la pensée marxiste? L'idée principale que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que, armés de la dialectique, Marx et Engels vont sortir de l'hégélianisme et de leur jeunesse avec une thèse qui consiste en une analogie riche de promesses théoriques, comme on va le montrer, c'est-à-dire que Dieu est à la conscience de soi, ce que l'exploitation, ou le... Mais non, ce n'est pas cela. Excusez-moi. Dieu est à la conscience de soi, ce que le capital et l'exploitation sont au travail, ce que l'État est à la société, c'est-à-dire une aliénation. Alors, avant de décliner un petit peu ce concept, les différentes analyses que Marx et Engels vont faire, sachez simplement que ce qu'on appelle l'aliénation, c'est certes le fait d'être rendu étranger à soi-même, de s'extérioriser, d'abandonner comme étranger ce qui pourtant nous appartient en propre, un peu comme si dans l'aliénation, une seule et même réalité se dédoublait, s'extériorisait, jusqu'à se retourner contre elle-même. En bref, il y a aliénation quand quelque chose se trouve passivement soumis à ce qu'il a soi-même activement produit. Alors, problème, évidemment, comment quelque chose peut être à la fois le même que soi et l'autre que soi, étant entendu que l'autre, ce n'est pas le même. Comment peut-il être passif alors que c'est pourtant lui qui agit? De quoi remettre en question tous les axiomes les plus fondamentaux de la logique formelle et de l'abstraction scientifique. Et c'est précisément ce que la dialectique se propose rationnellement d'expliquer. Alors, j'insiste, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails de la dialectique. Il faudrait au moins un topo sur la philosophie de la nature et sur les sciences en général. Néanmoins, on va essayer de donner quand même quelques éléments parce que c'est un petit peu important pour la suite quand même. Alors, pour vous dire, pour partir un peu du point de départ et de montrer à quoi la dialectique s'attaque quand même, on peut signaler simplement que toute la rationalité occidentale, c'est-à-dire toute la manière dont la raison a eu de se constituer en Occident, c'est-à-dire tout ce qui a succédé le IVe siècle avant Jésus-Christ et la période athénienne de la philosophie grecque, est en fait fondée sur deux principes fondamentaux. D'abord, il y a le fameux principe de raison, en vertu duquel rien n'arrive sans raison. C'est ce qui gouverne en maître dans toutes les disciplines scientifiques. Et ce qu'on suppose, c'est qu'aucun événement n'arrive sans raison, sans quelque chose capable d'expliquer pourquoi ça s'est passé ainsi et pas autrement. L'autre principe de la rationalité occidentale, c'est en effet l'axiome de tous les axiomes qui définit ultimement la règle de tous les raisonnements et de toute démonstration possible dans toutes les sciences possibles. J'ai nommé, ce n'est pas la peine d'en faire un suspense, le fameux principe de non-contradiction. Alors, pour dire les choses, la dialectique hegelienne va précisément naître en s'attaquant, précisément, ou pour dire mieux, naître de la contradiction interne de ces deux principes, chacun de leur côté. Et même de la contradiction que ces deux principes entretiennent entre eux. Pour le dire autrement, effectivement, on ne pourra pas l'expliquer aujourd'hui, mais il y a une contradiction entre le principe de raison et le principe d'identité, pour des raisons qu'on va à peine aborder très rapidement. Alors, on va prendre le problème de la dialectique à partir du deuxième principe, de ce fameux principe de non-contradiction, qui est en effet l'axiome de tous les axiomes, principe de tous les principes, condition de possibilité de toute démonstration possible dans toutes les sciences possibles. C'est même ce qui est supposé dans la signification du langage. En effet, il s'exprime de la manière suivante. Aristote en donne la formulation. Alors, il était connu bien sûr avant Aristote, mais il en donne une formulation dans son ouvrage Métaphysique au livre Gamma 3. Je cite le principe, ne soyez pas trop déçus. Il est impossible, nous dit Aristote, que quelque chose soit et ne soit pas en même temps et sous le même rapport. Chose extraordinaire, vous en conviendrez. Ça veut dire qu'il n'est pas possible que quelque chose soit un chat et pas un chat en même temps et sous le même rapport. Alors, je vous mets le texte là au tableau. Alors, ce principe de non-contradiction, il peut se comprendre que si on a aussi deux autres principes qui en sont en fait, comme c'est montré là, le développement. En fait, le principe de non-contradiction, en vertu duquel il n'est pas possible que quelque chose soit et ne soit pas en même temps et sous le même rapport, suppose un autre principe qui en est seulement le développement. Les petits malins en logique formelle là, pourront voir qu'on a juste fait rentrer la négation dans les parenthèses. Le principe dit du tiers exclu. Le principe du tiers exclu, il est encore plus simple. Ou bien c'est un chat, ou bien c'est pas un chat. Et évidemment, ces deux principes ne sont eux-mêmes intelligibles que si on a le dernier, c'est-à-dire le fameux principe d'identité, en vertu duquel toute identité est identique. Ou pour le dire mieux, si on doit le dire dans les mots que vous connaissez, un chat. Alors, évidemment, cachez votre déception à la formulation de ces principes de non-contradiction, du tiers exclu et du principe d'identité, déception qui n'est pas seulement la nôtre, celle de Hegel ou des marxistes, mais qui est aussi celle de tous ceux qui ont à cœur la connaissance de la logique et des principes. Alors, en effet, le problème saute un peu aux yeux, évidemment. Enfin, problème, évidemment, on a affaire à trois évidences qu'on
jugerait des évidences. Mais c'est que le principe de non-contradiction, en effet, enfin le principe d'identité, on va le prendre par là, hein, c'est-à-dire à savoir A égale A, ou un chat est un chat, en gros, est un petit peu, comme vous l'avez compris, un peu tautologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tautologique? Ça veut dire que ça dit la même chose, quoi. Quand on dit d'un chat qu'il est un chat, en fait, on n'a strictement rien dit. Alors, évidemment, de deux choses l'une, c'est tout le paradoxe de ce principe, ou bien, effectivement, un chat est un chat, et alors on n'a rien dit en disant d'un chat qu'il est un chat, ou bien on a dit quelque chose, et là, je suis désolé, ça veut dire qu'un chat n'est pas un chat. Alors évidemment, là, on a de quoi s'arracher les cheveux et je vous demande évidemment bon, de rester calme. En effet, hein, le problème de ce principe, c'est qu'il ne nous apprend strictement rien, qu'il est seulement ce qui définit les conditions de possibilité de tout propos cohérent. Alors évidemment, le problème que pose Aristote déjà à l'époque est le suivant, vu qu'il est la condition de possibilité de toute démonstration possible dans toutes les sciences possibles, il n'est pas lui-même démontrable. Et évidemment, il n'est pas démontrable parce que pour le démontrer, il faudrait le supposer. Or, supposer ce qui est à démontrer, c'est ce qu'on appelle une pétition de principe et qui est la négation de toute démonstration. On a donc un petit échec de la rationalité à rendre raison de ses propres principes. Je vous laisse tranquille avec le principe de raison qui, évidemment, c'est par là que la dialectique est apparue, y compris aux yeux terrorisés de Kant, quand, évidemment, il va interroger ce qu'on appelle les antinomies de la raison. Mais ça, on s'en fiche. En effet, le problème donc du principe d'identité, qui ne dit rien ou s'il dit quelque chose, il est contradictoire, évidemment, va intéresser de près la dialectique. Et la dialectique peut être abordée par le biais de ce problème. Alors, toute la tradition philosophique et même politique n'a laissé des définitions de la dialectique qu'un véritable champ de ruines, voire un véritable champ de foire. On ne fera pas la liste de tous les arguments qui ont roulé la dialectique dans la boue, y compris chez les marxistes et dans le mouvement ouvrier. Mais ils peuvent être résumés ainsi en quelques mots. 1. La dialectique contredit les axiomes les plus évidents de la logique formelle. En plus, on n'y comprend rien. Du coup, elle ne sert à rien. Elle est donc incapable de fonder la compréhension des sciences sur des bases rigoureuses. Bon, tant d'arguments qu'il faudrait évidemment toute une vie pour y répondre, mais on va essayer quand même de répondre à certains, ou en tout cas d'essayer d'examiner certains, en donnant déjà quand même la définition de la dialectique, certes simplifiée, mais comme vous allez le voir, qu'il n'y a pas grand-chose de sorcier. On pourrait exposer effectivement cette petite définition de la manière suivante. La dialectique, ce n'est rien d'autre que la logique du mouvement ou du devenir en général, d'ailleurs j'aurais dû l'écrire sur l'écran, qui procède par développement et par synthèse des contradictions. Alors, évidemment, logique du mouvement, logique du développement qui procède par synthèse de choses qui sont contradictoires, évidemment, ça apparaît à la logique formelle tout à fait étonnant. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie d'abord, évidemment, mais là on entre déjà dans du plus difficile, que du point de vue de la dialectique, on ne peut rendre raison de toute réalité que par la contradiction dont elle est le résultat. C'est sa contradiction, la sienne, qui en est et qui en constitue le fondement, c'est-à-dire la relation essentielle que cette réalité entretient avec sa propre négation. Alors là, je sens que vous êtes tous en train de me maudire, mais évidemment, alors je vous mets ce schéma de cercle devant les yeux. Au début, ce schéma, je ne l'avais pas prévu pour ça. C'est pour ça qu'on va certains d'ailleurs se sont peut-être déjà aperçus que certains cercles sur l'image là sont plus circulaires que d'autres. Bon, c'est voilà. Le problème n'est pas tellement là. Je vous demande de considérer mon préféré de ces cercles, c'est-à-dire le gros rouge qui est comme par hasard à gauche. Alors, en effet, si on regarde ce cercle, en effet, c'est un cercle, bon, là, on n'a qu'à le qualifier de cercle pour l'instant. En tout cas, c'est une détermination spatiale. Si vous regardez bien, pour poser l'espace qui est à l'intérieur de ce cercle, il a fallu paradoxalement en poser la limite. Pour le dire très simplement, cette limite est en même temps la négation de ce cercle, puisque c'est précisément ce qui établit le rapport entre ce qu'il y a à l'intérieur du cercle et ce qu'il y a à l'extérieur. Si on avait appelé la surface occupée par ce cercle A, on aurait compris que la limite est à la fois ce qui permet de poser A, mais à la fois ce qui pose sa propre négation. Pour le dire très simplement, enfin, le plus simplement possible, vous voyez que ce cercle A est en fait défini paradoxalement par sa propre négation. Pour dire mieux, il est posé par sa propre négation. Alors évidemment, de quoi mettre à mal, et même à contribution, bien des concepts fondamentaux de la logique formelle, celle-là même qui voulait exclure la contradiction de la logique. Mais on a souvent cherché à caractériser la dialectique de différentes manières. Celle que vous connaissez peut-être, parce que vous l'avez peut-être rencontrée au lycée en faisant vos dissertes, c'est le fameux triptyque thèse, antithèse, synthèse, que des générations entières ont rebaptisé thèse, antithèse, foutaise. Bon, Marx le traduit en français dans La misère de la philosophie par position, opposition, composition.
bon, ce qui est une excellente traduction dans les termes latins, de thèse, antithèse, synthèse, qui sont des termes grecs. En fait, c'est un excellent point de départ et on peut comprendre ce que je viens d'essayer de montrer avec les cercles. En effet, n'oubliez pas, et je vous demande de regarder toujours le gros rouge qui est en haut à gauche, cercle, on peut on peut poser, donc en effet, poser une thèse, dit la dialectique, enfin dit Hegel en fait, c'est nécessairement poser l'antithèse qui la détermine. Si vous regardez bien, ici la thèse et l'antithèse sont totalement identiques puisqu'elles sont constituées par cette fameuse limite qui est en même temps négation de ce dont elle est limite. Et ça, il ne faut jamais l'oublier dans la dialectique, toute négation est toujours négation de quoi? De ce dont elle est la négation. Ça, c'est très important, j'explique. Alors, en effet, poser une thèse, c'est poser l'antithèse qui la détermine. C'est donc bien la position de la thèse qui produit l'antithèse, là en l'occurrence la limite, comme sa propre négation. La négation donc contenue dans l'antithèse n'est pas une négation extérieure ou indéterminée dont on ne saurait pas d'où elle sort, ou qui sortirait d'on ne sait où. Au contraire, l'antithèse, c'est-à-dire en l'occurrence la limite ici que vous voyez, est une négation déterminée. N'oubliez jamais que toute négation est toujours négation de quelque chose, et en l'occurrence de ce dont elle est négation. Elle n'est donc pas une position indépendante, mais plutôt une relation ou un rapport. Donc n'oubliez jamais ça, toute négation est rapport à ce dont elle est négation, et met donc toute réalité dont elle est négation en rapport avec autre chose qu'elle-même, étant entendu que l'autre, c'est, comme vous le savez, le contradictoire du même, c'est ce qui n'est pas le même. Dès lors, le premier moment de la dialectique consiste à poser une détermination. Cet acte de poser, c'est ce qu'on appelle une thèse. C'est faire le cercle, là en l'occurrence, sur ce fond blanc. Mais ce qui est déterminé, comme on le voit précisément à l'écran, est par définition limité et suppose donc en soi cette négation qu'est la limite. Poser une détermination, c'est donc poser un cadre de définition, une limite et donc une négation. La réalité ainsi déterminée intériorise en quelque sorte sa relation essentielle. Pourquoi essentielle? Parce que c'est sa négation qui la définit. Et pourquoi? Parce qu'une définition, par définition, délimite et définit. Donc, il y a les relations essentielles à sa propre négation. Elle est essentiellement cette négation. Le deuxième moment de la dialectique donc, consiste tout simplement à poser effectivement cet élément négatif de différenciation que comporte en soi toute détermination. C'est ce qu'on appelle l'antithèse. Mais à son tour, cette antithèse contient sa propre relation à ce qu'elle détermine, c'est-à-dire la thèse. Son moment dialectique, le troisième, donc, consiste en ceci qu'il pose l'unité qui est contenue en lui. Ce moment est donc celui de la négation, qui, comme retour à la thèse, est en fait la solution de la contradiction posée au départ, où on s'apercevait que toute thèse était en même temps son antithèse. Alors, évidemment, je ne pourrais pas aller plus loin dans l'explication. Sinon, déjà, bon, heureusement qu'on est en distanciel, sinon vous m'auriez déjà tué. Mais en attendant, effectivement, c'est précisément ce qu'il faut avoir un petit peu en tête quand on aborde, si on veut aborder tous les problèmes qu'on va aborder aujourd'hui. En cela, la dialectique montre comment le concept ou comment toute réalité se détermine elle-même par sa propre négation interne. C'est cette intériorité de la dialectique qui appartient essentiellement à la pensée, ou plus précisément à la raison, et ne peut jamais, c'est ça notre problème d'ailleurs, être figurée dans la représentation. C'est précisément ce qu'on lui reproche. On n'arrive jamais à représenter la dialectique. Je pourrais vous faire tous les dessins possibles au tableau. Ils ne seraient pas forcément faux en soi, mais ça ne pourrait pas rendre raison de ce qu'est la dialectique, puisque c'est ce qui développe une négation interne, là où je ne pourrais vous représenter des éléments opposés que juxtaposés les uns aux autres, c'est-à-dire extérieurs les uns aux autres. Là, ce cercle montre malheureusement que la négation, c'est-à-dire la limite, n'est pas extérieure au cercle, puisqu'elle est ce qui la définit. Donc, on lui fait ce principal reproche de ne pas pouvoir exister en sens libre, mais on pourrait voir par ailleurs que c'est ce qui fait aussi sa principale force, notamment quand on s'occupe d'objets qui ne sont pas représentables dans l'espace et dans le temps, comme par exemple les objets quantiques. Mais ça, je suis frustré, mais on fera une autre explication plus tard, dans la discussion si vous le voulez. Néanmoins, donc, la conscience philosophique ordinaire reste convaincue que l'examen de la contradiction par la dialectique s'enferme dans une impasse. La logique formelle ne peut concevoir que des termes opposés abstraitement et juxtaposés les uns aux autres. Selon elle, la contradiction ne peut exister dans le réel, elle est donc renvoyée à une logique de l'illusion. Pour le dire autrement, si les choses sont contradictoires, ce n'est pas le réel qui est contradictoire, c'est notre esprit qui l'est, et non pas le réel. Hegel dira d'ailleurs que c'était faire beaucoup de tendresse aux choses de ce bas monde qui sont abominablement contradictoires et pas seulement dans notre tête. Alors, c'est pourquoi, je ne peux pas expliquer davantage, mais la thèse de la logique formelle, qui est en fait idéaliste, même quand elle se donne des allures de matérialisme, dans le déterminisme mécaniste par exemple, ce que note Engels, c'est qu'il n'y a de réalité qu'abstraite, c'est-à-dire que soumise au principe de non-contradiction qui, comme le remarque Hegel, ce principe n'existe, lui, pour le coup, que dans notre tête. Toute réalité existante, par définition, est le résultat de la contradiction dont elle est le produit.
chose que vous pouvez envisager. Hein. Si je vous demande très simplement où est le crayon, est-ce qu'il est sur ma main ou est-ce qu'il n'est pas sur la main, vous allez répondre tour à tour des choses totalement contradictoires à pourtant une question qui était extrêmement simple. C'est-à-dire que vous allez me répondre oui, non, oui, non, oui, non, à une question qui pourtant était très simple, à savoir est-ce que le stylo ou le crayon est sur ma main. Et pour cause, vous aurez tous remarqué que ce stylo est en fait en mouvement. Et s'il est en mouvement, évidemment, ça veut dire par définition qu'il est et qu'il n'est pas en même temps et sous le même rapport. C'est ça le mouvement et le développement. C'est pourquoi donc la condamnation de la dialectique, que répètent en rang tous les scientifiques actuels, apparaît en fait, paradoxalement, dirigée contre la connaissance rationnelle en général. C'est-à-dire que la dialectique, qui voudrait précisément pouvoir rendre raison du principe de raison et rendre aussi raison du principe d'identité, précisément, pour des choses que je n'expliquerai pas aujourd'hui, évidemment, en s'opposant à la dialectique, les scientifiques actuels en viennent souvent à s'opposer à la raison en notant les limites de la raison, à rendre raison de ses propres principes. Vous voyez le problème, hein, la logique formelle ne peut pas rendre raison du principe d'identité. Cette condamnation de la dialectique a non seulement bonne presse chez les scientifiques, mais aussi chez les théologiens religieux comme Thomas d'Aquin ou Blaise Pascal, par exemple. Et même chez Emmanuel Kant, qui déduisent tous des contradictions dialectiques de la raison que Kant a découvert, hein, néanmoins, des contradictions dialectiques de la raison pure, la toute-puissance des certitudes immédiates de la foi. C'est pour ça d'ailleurs que Kant fait une critique de la raison pure, puisque le grand constat kantien, c'est que la raison pure livrée à elle-même se livre à des antinomies et que la raison pure est donc par nature dialectique. En effet, donc, les limites de la raison, c'est la thèse en tout cas des religieux, les limites de la raison humilient certes la raison, mais non pas notre certitude, car on peut tout à fait sentir comme évident, ne serait-ce que le principe de non-contradiction, ce que la raison pourtant ne peut pas démontrer. C'est exactement ce qu'on appelle la foi. Alors, attendez, j'ai une autre diapo quand même. Alors, évidemment, le problème des relations actuelles entre la religion et la science, ou les sciences prétendues rationnelles, peut être finalement résumé dans une anecdote rapportée par Étienne Klein, qui raconte donc que lors de la rencontre entre l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, que vous voyez à gauche, et le pape Jean-Paul II, que vous avez reconnu à droite, celui-ci, c'est-à-dire le pape Jean-Paul II, aurait déclaré à propos du Big Bang à Hawking, je cite sur le Big Bang, je cite Jean-Paul II, « Ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous, ce qu'il y a avant, c'est pour nous. » Vous voyez bien, ça résume à mon avis tout l'esprit scientifique de notre époque. C'est-à-dire que scientifiques, curés de la logique formelle et théologiens fidéistes se renvoient donc la balle, se partagent les parts de marché et sont tous d'accord pour critiquer la toute-puissance de la raison instituée par la dialectique. En plus, au plus grand bénéfice évidemment de la foi ou d'un certain scepticisme qui n'est que le revers de la foi. La thèse donc de Hegel à propos de la dialectique consiste donc à affirmer que la raison est en effet par nature dialectique, mais la contradiction dont elle procède n'est pas seulement dans notre pensée, extérieure à la réalité, elle est au contraire le principe interne de la réalité elle-même. C'est ainsi qu'il faut comprendre la grande formule de Hegel, que peut-être certains d'entre vous connaissent, tout ce qui est réel est rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel. Toute réalité logique, en effet, physique, biologique, psychologique, sociale, politique, religieuse ou philosophique, est bel et bien une réalité parce qu'elle est le résultat de la contradiction qui en rend raison. Cette contradiction pousse chaque réalité à devenir ce qu'elle est et à périr de la contradiction dont elle est pourtant le produit. J'attire votre attention sur le paradoxe de la formule « devenir ce qu'on est », ou bien on est ce qu'on est et on n'a pas à le devenir, ou bien on devient ce qu'on est et ça veut dire, je suis désolé, qu'on n'est pas ce qu'on est. Dans une période, en Allemagne, qui suit de lourds bouleversements révolutionnaires et qui en précède beaucoup d'autres, notamment en 1948, puisque c'est entre les deux périodes que se développe l'hégélianisme. On peut finalement imaginer combien la philosophie de Hegel va faire forte impression. Alors, désolé pour la difficulté de ce passage, on en a fini avec le plus difficile, voilà. Mais c'est exactement ce que Marx et Engels connaissent par cœur lorsqu'ils se lancent à la fin des années 1830 dans la critique d'abord théorique de la société prussienne. Vous l'avez compris, la Prusse bourgeoise n'a pas encore opéré sa révolution politique. Elle y est encore entravée par des institutions tout droit héritées du féodalisme, c'est-à-dire que le régime prussien n'en est même pas encore à une monarchie constitutionnelle, il ne s'est même pas doté d'une constitution, que réclament pourtant certains. Et nombreux sont ceux, donc, dans la bourgeoisie notamment, qui est déjà bien plus kantienne que hegelienne, dans cette bourgeoisie, nombreux sont ceux qui attendent des réformes. Dans une certaine démarche de conciliation, l'empereur Frédéric Guillaume III reste donc tolérant avec les libéraux, et notamment avec Hegel et les hegeliens. Son ministre de l'Éducation et des Cultes, un certain Altenstein, est lui-même un libéral gagné à la philosophie hegelienne. Mais ils meurent tous les deux, le ministre et l'empereur, au printemps 1840.
ce qui va être une véritable catastrophe pour les jeunes hegeliens, comme on va le voir. Le successeur, Frédéric Guillaume IV, tiraillé lui aussi entre les exigences politiques et religieuses de l'aristocratie prussienne et les revendications de la bourgeoisie libérale qui réclame une constitution, sera moins conciliant avec les hegeliens, et pour cause, la situation est un petit peu plus électrique. Pendant les 2 années qui suivent, le mouvement jeune hegelien, qu'on appelle les hegeliens de gauche, enfin c'est eux qui s'appellent comme ça, est à l'apogée de sa puissance. Ils se prennent déjà pour un parti politique, le premier en Allemagne, dira-t-on, et éditent un journal qui s'appelle la Gazette rhénane, un journal de critique philosophique, d'art et de littérature, parfois politique quand même, très populaire dans certains milieux intellectuels, mais qui ne dépasse pas les 500 abonnés en 1842, donc probablement autant de lecteurs que Convergence révolutionnaire. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas... En 1841, les autorités dépêchent Schelling, l'ancien condisciple de Hegel, l'ancien ami de Hegel, à la tête de l'université de Berlin, 10 ans après la mort de Hegel, pour y remplacer les hegeliens et, je cite, détruire totalement la semence diabolique de l'hegelianisme. Les vieux hegeliens commencent déjà à prendre langue en secret avec Schelling pour sauver leur poste, tandis que le jeune Engels, qui a alors 21 ans, écrit 2 articles vibrants pour défendre la philosophie de Hegel comme si sa vie en dépendait. Ces articles sont édités dans un ouvrage que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'ont profondément ému. À ce moment-là, donc, il est clair que les jeunes hegeliens n'auront plus aucun poste à l'université. Bruno Bauer, par qui Marx espérait obtenir le sien, est exclu de l'université de Bonn, ce qui fait grand tapage, et les jeunes hegeliens sont donc tous devenus des diplômés sans emploi, du genre de ceux qui, encore aujourd'hui, grossissent les rangs des révolutionnaires ou, parfois, malheureusement, de l'extrême droite. Ils sont d'autant plus révoltés qu'exclus de toutes les perspectives sociales auxquelles ils aspiraient, et du coup, comme souvent, le discours se radicalise, au point que Marx les trouve souvent extrémistes et beaucoup trop abstraits. Il écrit par exemple à Ruge, attendez, je vous les mets comme zone hegelien, il écrit à Ruge donc en 1842, je cite, « Je me suis permis, dit Marx, donc de couper les articles autant que la censure, parce que Mayenne et compagnie nous envoie un tas de gribouillages écrits n'importe comment, lourds de révolution mondiale, vides d'idées et assaisonnés d'athéisme et de communisme. » C'était donc la belle époque où Marx faisait de la censure anticommuniste à la rédaction en chef de la Gazette rhénane. Alors là où Marx est un petit peu dur, parce que quand même, c'est-à-dire que dès les années d'après, quand même, ces jeunes hegeliens arrivent à organiser, par exemple, des réunions politiques chez les confiseurs de Berlin, par exemple, à Steheli, l'usine de confiserie. Et par exemple, ils seront beaucoup moins à la ramasse qu'on croit, par exemple, sur la grève des tisserands silésiens. Non pas qu'ils sont dans le coup, ils ne dirigent absolument rien dans cette révolte de tisserands silésiens, qui 12 ans après les canuts, se révoltent, en grande partie parce qu'ils ne tiennent pas la concurrence de l'industrie textile, mais ils vont gagner un certain nombre de contacts dans ces mouvements de révolte. Et en fait, les jeunes hegeliens vont quand même tenter d'essayer d'organiser politiquement, au moins dans des discussions, un certain nombre d'ouvriers. Mais dans un pays dominé par une bourgeoisie qui n'a pas encore accompli sa propre révolution et où déjà une classe ouvrière commence à pointer le bout de son nez, rien d'étonnant à ce que la critique de la société ait commencé par celle de la religion. Pour comprendre ce que les jeunes hegeliens formulent, on peut s'arrêter sur l'exemple de Feuerbach, que vous voyez au centre de l'écran, et qui a marqué en fait tous les jeunes hegeliens à vie. Alors, c'est vrai que c'est un peu le cerveau de la bande, et il va prendre la tête de la critique théologique de la grande philosophie de Hegel, ce qui ne va pas être une mince affaire. Alors, évidemment, l'athéisme de Feuerbach et de Marx est celui d'une civilisation industrielle conquérante, qui rencontre des succès décisifs dans la lutte contre la nature et qui prend conscience de ses pouvoirs sur le monde. Hegel résumait cette tendance de l'époque, il demeure réservé à notre temps de revendiquer comme une propriété de l'homme les trésors qui ont été gaspillés aux cieux. Je cite donc Hegel. Ça fait un très joli mot d'ordre que Hegel voulait en fait réserver quand même seulement au domaine théorique. Il s'agissait en fait d'exprimer contre la religion une revendication toute philosophique. Mais les équivocités, voire les ambiguïtés de la philosophie de Hegel, qui de son vivant avait garanti son immunité à la tête de l'université de Berlin, allaient dès sa mort en 1831 transformer sa postérité en un véritable champ de bataille, voire en un véritable champ de foire. Notamment sur le problème épineux du rapport de la religion à la philosophie et évidemment derrière sur toute une conception de l'État. Dans la perspective hegelienne, en effet, l'art, la religion et la philosophie sont les 3 déterminations de ce qu'il appelle l'esprit absolu. C'est-à-dire que ce sont les 3 manières, d'ailleurs, qui permettent une histoire de ces 3 manières, d'ailleurs, des 3 manières que l'esprit, c'est-à-dire en fait l'humanité, et par l'humanité peut-être Dieu, c'est des 3 manières que l'esprit a de se représenter
représenter lui-même. Alors, pour vous donner une idée, c'est exactement ou précisément cet esprit absolu que Marx relèguera au rang d'idéologie dans l'idéologie allemande, c'est-à-dire la manière qu'une société a de prendre conscience d'elle-même. Et vous savez bien que de la même manière qu'on ne peut pas tout à fait faire confiance aux gens quand ils parlent d'eux-mêmes, de la même manière, il faut être particulièrement méfiant quand une société se représente elle-même d'une certaine façon. Or, selon Hegel, la religion et la philosophie ont donc bien le même objet, à savoir Dieu. Toutes cherchent Dieu, mais toutes le font par de différents moyens. Même l'art a pour objet Dieu. Mais là où la religion l'appréhende par la représentation, le sentiment et la révélation du cœur, seule la philosophie, dit Hegel, peut la saisir rationnellement par concept. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans la philosophie qu'enfin la pensée a affaire à de la pensée pure, puisque le concept est une pensée pure. Donc, finalement, la philosophie est bien supérieure à la religion, puisqu'elle appréhende Dieu par des concepts et pas seulement par des représentations sensibles. Sous cet aspect, donc là je vous mets l'image de la Sainte Trinité qui effectivement est vue par Hegel, je ne peux pas développer là-dessus, si vous voulez on y revient dans le truc, pour Hegel, une représentation de la dialectique, alors c'est en latin, je ne vous traduis pas, pater ça veut dire père, filius ça veut dire fils, et spiritus sanctus ça veut dire Saint-Esprit. Alors cela dit, c'est vrai que cette représentation de la Trinité explique parfaitement ce qu'est en fait la dialectique pour les raisons que Hegel donne par ailleurs et dont je vous fais grâce. Sous cet aspect, donc, Feuerbach veut bien concéder à Hegel que sa philosophie nie bien la théologie. La philosophie hegelienne, en effet, contredit les conceptions courantes de la religion qui voudraient, au contraire, subordonner la raison à la révélation religieuse. Mais d'un autre côté, comme le remarque Marx, le religieux peut néanmoins trouver dans l'hégélianisme son ultime confirmation. Car ce que l'hégélianisme disqualifie, ce sont les modalités irrationnelles de la foi, de la certitude religieuse, mais le contenu de cette certitude, à savoir Dieu, est repris par Hegel et considéré comme le but absolu de la philosophie. En gros, pour résumer, en fondant rationnellement la foi, la philosophie de Hegel voudrait sauver Dieu et ainsi pouvoir continuer à sacraliser l'État. En gros, il s'agit de sauver Dieu en humiliant la religion, mais évidemment en donnant tout son rôle à l'État. Comme on va le voir, Feuerbach va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il va supprimer Dieu pour mieux sauver la religion, mais là encore, une religion politique, et là encore, au service de l'État. Je vous donne ça parce que c'est exactement le problème de Marx que nous allons expliquer. En effet, pour Feuerbach, la philosophie hegelienne est en fait la dernière et grandiose tentative pour restaurer philosophiquement le christianisme déchu et mort. Car, note-t-il, le mouvement par lequel la philosophie passe de Dieu à l'homme n'est en fait pas autre chose que le progrès historique des religions. En effet, Feuerbach fait un constat qui ne vous a pas échappé, vous non plus, dans toute votre existence. Si vous regardez bien, toutes les religions s'accusent les unes les autres d'avoir remplacé Dieu par l'homme. Toutes les religions s'accusent donc d'anthropomorphisme, c'est-à-dire de voir l'homme partout où il y a Dieu. À plus forte raison, pour toute religion, celle qui la précède n'est pour chaque religion qu'une idolâtrie, là je cite, une idolâtrie où l'homme adorait sa propre essence. Toutefois, c'est ce que fera évidemment le christianisme, c'est ce que dira le christianisme de la religion grecque, enfin du paganisme grec et de la religion romaine. Toutefois, comme le remarque Feuerbach, toute religion déterminée qui taxe ses sœurs les plus anciennes d'idolâtrie s'accepte elle-même. Cela est nécessaire, dit Feuerbach, sans cela, elle n'est plus une religion. Toutefois, dans le progrès des religions, et ça c'est un peu important, le christianisme a un petit statut particulier, puisque dans sa propre théologie, il affirme et revendique deux choses qui forcent, de choses assez étonnantes, qui forcent la répulsion de toutes les autres religions, et pas que pour de mauvaises raisons, c'est ça que j'essaie de vous dire. D'une part, première affirmation du christianisme, Dieu est un homme. D'autre part, il est mort sur une croix. Ils ont même gardé la croix comme symbole, et la croix, c'est le lieu de la mort de Dieu quand même. Alors évidemment, ça intéresse particulièrement Feuerbach, en grande partie parce que c'est non seulement le fondement la religion chrétienne se trouve presque être le fondement d'un athéisme théorique, mais en plus, dit-il, d'un athéisme pratique. En gros, pour vous dire la différence, évidemment, entre un athéisme théorique et un athéisme pratique, c'est pas la même chose, athéisme théorique, de dire Dieu n'existe pas, et de dire Dieu n'existe pas parce qu'on l'a buté. Vous comprenez bien le problème, c'est-à-dire que dans un cas, Dieu est mort parce que Dieu n'existe pas, dans l'autre, on l'a tué quand même, ce qui n'est pas une mince affaire, et notamment pour nos jeunes penseurs que sont Marx et Engels. Pour Feuerbach, en effet, il suffit tout simplement à la critique philosophique d'achever le mouvement de la critique des religions par le christianisme. En gros, le christianisme a déjà fait le gros du travail contre les religions. Il a admis deux choses importantes, un, Dieu est un homme, et il est mort.
Mais évidemment, ces religions, il faut donc acheter la critique et l'appliquer au christianisme lui-même, parce qu'évidemment, le christianisme ne s'attribue pas à lui-même la même critique que les autres religions, à savoir d'avoir transformé Dieu en un homme. Et renverser donc la proposition centrale en reconnaissant que la religion n'est rien d'autre que le mystère non pas du Dieu fait homme, mais bel et bien de l'homme fait Dieu. C'est le fondement, vous allez le voir, du matérialisme quand même de Feuerbach. Alors, dans l'essence du christianisme, qui est son ouvrage principal, désolé, il y a Viking là, oui, enfin non, j'ai mis cette photo parce que déjà, je trouve que, bon, dans Ragnar Lodbrok, pour ceux qui ont vu la série, si vous vous rappelez bien dans le premier épisode, rappelez-vous, quand ils arrivent à piller une abbaye anglaise, il y a un Viking qui fait remarquer à un autre, en voyant la croix avec évidemment le Christ mort dessus, et il fait remarquer à son voisin, regarde, leur Dieu, il est mort. Évidemment, c'est un thème très important dans la série que je trouve génial, au moins jusqu'à la saison 5. Bien, mais en attendant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans l'essence du christianisme, donc, de Feuerbach. La thèse de Feuerbach détonne quelque peu. Je la cite, la conscience de Dieu est la conscience de soi de l'homme, la connaissance de Dieu est la connaissance de soi de l'homme. Pour le dire autrement, selon Feuerbach, ça signifie que Dieu est tout simplement la manière que l'homme a de prendre conscience de soi et de se représenter soi-même, de se prendre soi-même comme objet. Manière de dire, selon Feuerbach, que ce n'est donc pas Dieu qui se réfléchit dans l'homme, qui l'a créé à son image, mais c'est bien l'homme qui se réfléchit lui-même dans Dieu. Toutefois, comme le remarquait déjà Hegel, dans la religion, cette réflexion reste indirecte, incomplète et en fait inadéquate. Dieu n'est donc rien d'autre que le résultat d'une abstraction, d'une extériorisation de la conscience par laquelle l'homme se retrouve passivement soumis à ce qu'il a pourtant lui-même activement produit. La conscience de Dieu, donc, ce serait un peu comme une projection sans rétrojection, un peu comme si vous projetiez vous-même dans une idée et que vous n'arriviez pas à comprendre tout simplement que cette idée n'est rien d'autre qu'une représentation de vous-même. L'homme se représente Dieu sans comprendre en fait que c'est lui-même qui se soumet, c'est à lui-même qu'il se soumet en se soumettant à Dieu. Selon Feuerbach, donc, l'homme individuel ne peut en effet se représenter que comme imparfait et limité. Toutes les perfections de l'espèce, il les projette justement en Dieu. Pourtant, dit Feuerbach, si l'homme prenait conscience de lui-même comme espèce, il reconnaîtrait que ses pouvoirs sont infinis. L'espèce humaine porte en elle-même les potentialités de la toute-puissance et de la domination du monde. C'est cette toute-puissance de l'espèce que l'homme précisément appelle Dieu de manière impropre. Ainsi donc, et c'est la grande découverte de Feuerbach qui fera dire à Marx et Engels qu'à partir de cette période-là, ils étaient tous feuerbachiens. Ainsi donc, chaque religion correspond à une étape déterminée du développement humain et donc de la relation essentielle que l'homme entretient à la nature et par intériorisation à sa propre nature. Pourtant, et c'est tout le problème de l'aliénation religieuse, cette identité est vécue comme différence et extériorité. Dans la religion, l'homme se dépouille de son être propre pour l'attribuer à Dieu. Pour enrichir Dieu, dit Feuerbach, l'homme doit se faire pauvre pour que Dieu soit tout, l'homme doit n'être rien. Pour Marx, donc, et là c'est quand même l'enthousiasme général chez les jeunes hegéliens, pour Marx, donc, le grand mérite de Feuerbach est d'avoir perçu que la philosophie hegélienne n'est pas autre chose qu'une transcription de la religion dans la pensée philosophique, c'est-à-dire dans la pensée rationnelle. Il faut donc les dépasser également l'une et l'autre, la religion et la philosophie, pour trouver la conscience de soi authentique de l'être humain, non pas donc dans la religion, mais au contraire dans la négation et le dépassement de la religion. Mais précisément, avec Feuerbach, l'athéisme de Feuerbach est en fait un athéisme théorique, car la conception de l'homme, qui est celle de Feuerbach, demeure totalement abstraite. Je cite Karl Marx dans l'idéologie allemande. Feuerbach, dit Karl Marx, ne conçoit pas l'homme dans ses relations sociales données, dans des conditions de vie présentes, qui l'ont fait tel qu'il est, de sorte qu'il ne parvient pas à l'homme réellement existant et actif, mais en reste à l'abstraction, l'homme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homme abstrait? Pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit, ce n'est rien d'autre que la sacro-sainte nature humaine que vous rencontrez dans toutes les discussions politiques et qu'on vous oppose régulièrement à la transformation de la société. C'est l'homme, abstraction faite, en fait, des contradictions dont il est le résultat, des relations essentielles à la nature et des relations aux autres hommes non moins essentielles au sein de la société. En effet, si vous faites abstraction de toutes les particularités historiques, sociales bref, de tout ce qui fait l'homme, cet homme réel, en effet, vous obtenez en fait l'homme abstrait, c'est-à-dire la nature humaine. L'homme abstrait, en fait, c'est l'homme sans l'histoire et donc sans réalité. C'est en fait c'est un homme divinisé, en quelque sorte. En fait, l'athéisme de Feuerbach ne nie pas la religion, mais seulement Dieu.
à l'adoration de Dieu, il substitue le culte de la divinité de l'homme. Pour Feuerbach, en effet, l'homme est un Dieu pour l'homme. Alors, là encore, vous me direz, c'est toujours mieux que de dire l'homme est un loup pour l'homme. Mais en fait, comme on va le voir, ça revient exactement au même. L'homme ne peut être un Dieu pour l'homme que sous la forme précisément d'un État. En effet, pour les philosophes du droit naturel qui vont énormément influencer la bourgeoisie après Thomas Hobbes, c'est précisément parce que l'homme est un loup pour l'homme dans l'état de nature que l'homme doit devenir un Dieu pour l'homme dans l'état civil et par l'institution de l'État. C'est tout le thème du grand Léviathan de Hobbes, théoricien par ailleurs du contrat social. De fait, Feuerbach, en gros, ne demande pas la séparation de l'État et de la religion, mais la négation de Dieu par l'État afin d'affirmer la divinité de l'État. La négation de la religion par la politique est pour lui la religion, en fait, de la politique. Feuerbach ne voit pas d'autre moyen de moraliser les rapports humains que de transformer la politique en religion. Il nous faut, dit-il, ça je cite, il nous faut redevenir religieux, la politique doit devenir notre religion. Pour lui, donc, la faute de Hegel était d'introduire la négation de la religion par l'athéisme et de créer chez Hegel presque un dieu athée, ce qui est effectivement un peu la figure du dieu hegelien. Mais Feuerbach lui-même, en maintenant la religion au sein même de la critique de Dieu, crée évidemment le monstre complémentaire, c'est-à-dire d'un athéisme religieux. Là où Hegel avait un dieu athée, en fait, Feuerbach se retrouve avec un athéisme, certes, mais lui, religieux. En gros, Hegel a critiqué la religion pour sauver l'État. Là, en fait, Feuerbach sauve l'État en critiquant Dieu et non plus la religion. Alors, cet athéisme religieux est donc tout conduit à adorer dans l'État, là je cite, la providence de l'homme, je cite Feuerbach, à reconnaître, dit Feuerbach, dans le chef de l'État le représentant de l'homme universel, et en définitive à faire de l'État le Dieu de l'homme. Il ne s'agit donc plus de sacraliser la libération de l'homme, mais bien la domination de l'homme par l'homme. C'est pourquoi, et ça c'est un peu important, le problème pour Marx n'est donc plus d'ordre philosophique ou religieux, mais bel et bien politique. L'athéisme n'est pas suffisant pour arracher l'humanité à l'exploitation et à l'oppression de l'homme par l'homme. Pour le dire autrement, l'athéisme n'est pas nécessairement révolutionnaire et même il avait été brandi bien avant nos jeunes hegeliens par une aristocratie notamment française, c'est-à-dire par une certaine extrême droite. Alors là, je ne développe pas là-dessus, on pourra y revenir dans la discussion, mais c'est quand même ce que Marx a en tête. Il est quand même un peu gêné aux entournures quand même avec cette divinisation de l'État. En effet, on peut dire que Feuerbach appartenait bien à la gauche hegelienne, dans la mesure où il critiquait l'aspect théologique de la pensée de Hegel. Pourtant, sa critique de la théologie, en maintenant la religion, conduit à ce qu'une véritable critique de gauche, celle du marxisme par exemple, reprochera essentiellement à l'hégélianisme, c'est-à-dire la sanctification de l'État et donc la domination de l'homme par l'homme. De ce point de vue-là, on pourrait voir la pensée de Feuerbach comme appartenant à un hégélianisme, mais non pas forcément seulement de droite, mais peut-être malheureusement aussi d'extrême droite. Alors, le problème qu'on a, évidemment, c'est que le problème pour Marx, n'est donc pas l'essence ou la nature humaine. C'est ce monde concret de l'homme réel qui produit l'aliénation religieuse et non l'inverse. C'est ça la grande réponse de Marx à Feuerbach. D'une telle aliénation, en effet, Feuerbach donne dans un style tout hegelien une interprétation purement idéaliste. C'est pour pouvoir se représenter soi-même, sa propre essence, que l'homme la situe extérieurement en Dieu. Mais de cette représentation illusoire de l'homme, il faut donner, dit Marx, une explication. Et la seule explication qu'on trouvera, ce n'est pas dans l'aliénation du cerveau, c'est précisément dans l'État, la société, je cite, qui produisent la religion, c'est-à-dire une conscience à l'envers du monde, parce qu'ils sont eux-mêmes, l'État et la société, un monde à l'envers. Pour le dire autrement, il faut chercher l'aliénation religieuse du côté précisément de l'aliénation sociale, c'est-à-dire de l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour Marx, donc, contrairement à Feuerbach, l'appauvrissement de l'homme n'est pas le résultat de l'aliénation religieuse. Au contraire, c'est l'aliénation religieuse qui est le résultat de la pauvreté réelle et effective de l'homme. Tout le matérialisme dialectique est donc là, et c'est sur cette critique de Feuerbach que Marx va le bâtir. C'est parce qu'il n'a pas encore gagné sa toute-puissance sur la nature, mais a déjà perdu dans le travail et dans l'histoire son unité primitive avec elle, comme avec lui-même, que l'homme ne prend de lui-même que la conscience illusoire de l'aliénation religieuse. Il faut donc aller chercher la religion dans l'histoire et notamment dans le rapport fondamental que l'homme entretient avec la nature, c'est-à-dire dans la manière qu'il a non seulement de travailler la nature, mais de transformer sa propre nature en développant, comme on le verra, les facultés qui y sommeillent. Mais la religion, donc en montrant à l'homme la réalité de ses chaînes, lui présente en même temps les consolations de l'au-delà. Ces consolations ne sont pas destinées à délivrer l'humanité, bien sûr.
Au contraire, la religion joue un rôle contradictoire. Elle est à la fois, nous dit Marx, une protestation contre la misère et à la fois une acceptation de cette misère, puisqu'elle ne pose de perspective que dans un au-delà qui est évidemment tout à fait hypothétique. Là, je cite évidemment cette formule que vous connaissez tous de Karl Marx. La misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, les larmes d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit des situations sans esprit, elle est l'opium du peuple. Pour Marx, donc, et c'est ça la naissance du matérialisme dialectique, on ne peut donc rejeter les consolations religieuses que pour supprimer la misère réelle dont elles sont la compensation illusoire. Cela signifie qu'il faut aller plus loin que la critique purement théorique de la religion, il faut aller jusqu'à la critique pratique du monde de l'homme, c'est-à-dire jusqu'à la transformation révolutionnaire de ce qui justement définit l'homme, c'est-à-dire la société. C'est tout le sens donc de la formule « les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c'est de le transformer ». Il n'a pas trouvé, contrairement à ce que dit le film, bourré après une soirée arrosée avec ses amis, ce qu'il faisait, ça c'est vrai, avec Engels assez souvent, mais ce qui évidemment est l'aboutissement de la critique non seulement de l'hégélianisme, mais également des jeunes hégéliens. En effet, le socialisme doit aller chercher dans l'histoire universelle de la production de l'homme, par son travail, c'est-à-dire par sa relation productive avec la nature, la véritable production de sa conscience de soi. La conscience de soi est le résultat d'un rapport fondamental, et qu'on va analyser comme étant le travail, d'un rapport fondamental de l'homme à la nature. Tel est le véritable dépassement, selon Marx, de la religion et de la philosophie. L'économie politique doit en donner la formulation, car l'économie politique, ça va être important pour la suite et on le verra au prochain topo, n'est pas autre chose que l'étude concrète des modalités du travail humain par lequel l'homme, en transformant la nature, pour reprendre la formule de Marx, transforme sa propre nature et développe les facultés qui sommeillent par intériorisation de son rapport à la nature. CF sur la dialectique. Alors, en effet, donc, pardon pour ces assertions polémiques, mais désolé, j'ai oublié de passer. Bon, en effet, les pratiques religieuses, polémique, ça veut dire qu'on va pouvoir les discuter dans la discussion si vous le voulez. Heureusement que je suis en distanciel. Donc, les pratiques religieuses se retrouvent dans toutes les cultures humaines. En revanche, on n'en trouve aucune trace dans les sociétés animales. L'homme, en effet, est le seul animal religieux parce qu'en fait, il est le seul animal à être parvenu à la conscience de soi. Il est donc le seul à penser, parce qu'en fait, il est le seul à parler, et il est le seul à parler, comme on va le voir, parce qu'il est en fait le seul qui travaille. Alors évidemment, là, je sens vos objections monter, peut-être votre colère, voilà, peut-être certains ont raccroché à la lecture de ce truc, mais néanmoins, gardez ces objections pour la discussion, on va voir ce que ça veut dire exactement. Toutefois, donc, paradoxalement, et en fait dialectiquement, comme on va le voir, cette prétendue supériorité de l'homme sur les autres vivant naturel, cache en fait une déficience fondamentale. Comme souvent, quand quelqu'un se la raconte, c'est généralement qu'il y a une faiblesse, une fragilité au fond de lui, et c'est précisément ce qui arrive à l'homme. En effet, l'homme est naturellement déficient. Il est en fait privé de quelque chose d'important qu'on appelle la nature. Il est privé de nature, c'est-à-dire qu'il est devenu le seul animal qui ne possède pas dans sa configuration physiologique les moyens, c'est-à-dire non seulement les organes, mais aussi l'instinct nécessaire à sa survie. Pas de griffes, pas de cerfs, pas de crocs, pas de corps ni de sabots, pas de poils, pas de fourrure et surtout pas d'instinct pour se nourrir ou fabriquer ou ne serait-ce que fabriquer un habitat. Tout ce qu'il fait, l'homme est obligé d'apprendre à le faire à l'école des hommes et de se le représenter avant de l'effectuer. Bonjour le calvaire, que évidemment Hegel voyait comme le calvaire de l'histoire. L'homme n'est peut-être même pas si intelligent que ça. Son intelligence, en effet, est polyvalente, c'est-à-dire qu'elle est réduite dans tous les domaines. Car même s'il ne pense pas, l'animal est très intelligent et aussi, lui aussi, il est intelligent, comme notre ordinateur d'ailleurs, parfois même plus que nous dans des domaines déterminés, parce que justement programmé naturellement par son instinct. Là où l'ordinateur est programmé artificiellement, c'est pour ça qu'on appelle ça une intelligence artificielle, l'animal, lui, est programmé naturellement par ce qu'on appelle l'instinct, c'est-à-dire la totalité des comportements qui découlent directement de sa configuration physiologique. Tout ce que l'animal fait et perçoit dépend et découle directement donc de sa configuration physique qui suffit elle-même à satisfaire tous ses besoins en groupe ou individuellement. L'homme, au contraire, doit satisfaire ses besoins biologiques de manière toujours non biologique. Il doit garantir la subsistance de sa nature de manière précisément non naturelle. C'est donc parce que l'homme fait deux avec la nature qu'il pense. Et l'homme pense, comme on va le voir, justement parce qu'il a des mains. Alors en effet,
cette déficience, hein, les Grecs, Platon et Aristote l'avaient évidemment déjà pensé. Platon en donne une explication mythologique magnifique dans la très célèbre mythe de Prométhée. Ce n'est pas un mythe de Platon, hein, c'est lui qui le formule, hein, par contre dans des écrits religieux qu'il attribue à Protagoras d'ailleurs. C'est parce que l'homme, donc, est le moins bien doté des animaux, selon Platon, que Prométhée donne aux hommes le feu. C'est avec le feu, n'oubliez pas que chez les Grecs, c'est toujours le symbole des arts et de la technique. Aristote, donc, c'est parce que l'homme est déficient que, précisément, l'homme va avoir à fabriquer artificiellement tout ce qui lui manque naturellement. C'est ça le feu et c'est ça le mythe de Prométhée. Aristote, évidemment, répond à Platon que si l'homme est certes dénué de tout, il est néanmoins le mieux doté des animaux parce qu'il possède l'outil de loin le plus utile, à savoir la main, que Aristote appelle organon ton organon, ça qui veut dire en fait aussi bien organe de tous les organes que outil de tous les outils. En effet, par la main, l'homme peut tout tenir, peut tout saisir, parce que la main est l'organe avant du membre antérieur des vertébrés tétrapodes et qu'elle a un doigt, un pouce opposable, ce qui lui permet de tout tenir et de tout prendre, et donc de transformer la nature, les choses, en organes externes de l'activité de l'homme. C'est-à-dire que ce qui lui manque biologiquement, l'homme va donc se le fabriquer en fabriquant tous les moyens, ils seront rien d'autre que des organes externes de sa propre activité biologique. Et cela en prolongeant la nature, en dépit de la Bible, comme le dit Marx. Et si les autres animaux ont des moyens de s'approprier leur milieu, seule la main de l'homme permet de le faire à un tel degré. Mais vous me direz, hein, l'homme n'est évidemment pas le seul animal à posséder des extrémités de membres dont l'un des doigts est opposable. En effet, en effet, évidemment, les singes aussi ont des mains. Ce à quoi je réponds évidemment, tout à fait, le singe a des mains et même plus de mains que nous, puisqu'il en a précisément à la place des pieds. Mais le problème, justement, c'est qu'il s'en sert comme de pieds. Et c'est tout le problème, évidemment, de la situation de ces grands singes qui sont évidemment très proches de nous et la situation de l'homme qui est un grand singe très particulier pour cette raison. En effet, selon Darwin, hein, dans La descendance de l'homme, auquel Engels se réfère beaucoup dans la dialectique de la nature, c'est à partir du moment où les mains et les bras ont cessé de supporter le poids du corps et de servir à la locomotion, que certaines races de singes anthropoïdes, c'est-à-dire de grands singes, hein, voilà, en devenant bipèdes, c'est-à-dire en marchant sur deux pieds, sont devenus bimanes, c'est-à-dire ont développé effectivement leurs mains de telle manière à ce qu'elles ne servent plus justement à la locomotion. C'est donc une fois arrivé au stade absolument bipède que s'est effectuée la libération progressive de la main, en partie, dit Engels, la cause et en partie le résultat de l'attitude verticale. En effet, en libérant les mains, précisément, le corps humain s'est redressé, précisément il s'est redressé en libérant les mains, hein, l'un et l'autre étant profondément interconnectés, puisque c'est un seul et même processus saisi sous deux aspects différents, et effectivement, ça va développer tout simplement les cervicales, c'est-à-dire un certain usage du développement du cerveau, enfin, un certain développement du cerveau qui va en permettre un certain usage. La transformation du singe en homme, donc, aurait été impensable sans la station droite, c'est-à-dire le développement du cerveau de l'homme avec précisément la libération de la main. Les deux sont en fait totalement corrélés et en fait organismement connectés. En fait. C'est la tête, dit Engels, qui a accompagné pas à pas l'évolution de la main, de telle manière qu'on ne peut pas penser une tête humaine de cette manière-là sans penser précisément la libération de la main. Alors la main, comme le dit Engels, c'est donc non seulement l'organe du travail, mais aussi le produit du travail. En effet, en transformant la nature, l'homme transforme sa propre nature. C'est-à-dire que, précisément, c'est presque la manière que la main va avoir de travailler qui va transformer cette main et, précisément, être intégrée à la nature par le biais d'une certaine évolution. En transformant, en fait, d'une certaine histoire, probablement. En transformant donc la nature par le travail, l'homme transforme sa propre nature, il intériorise la relation à la nature qu'il est, et sous la forme de la pensée d'abord, et c'est ça qu'on va voir, et des classes sociales ensuite, bien sûr, et de l'histoire enfin. Alors évidemment, tout le problème, je vous dis tout ça parce que je voudrais quand même qu'on puisse discuter de ce que c'est que le travail. Je dis ça parce que vous allez rencontrer la notion dans le prochain topo, quand il s'agira de discuter précisément de la valeur travail. Mais précisément, on sait très bien que si la valeur d'une marchandise est déterminée par le temps de travail socialement nécessaire à sa production, le problème pour nous, c'est de savoir en gros qu'est-ce que c'est donc que le travail. Alors, avec la réflexion sur la main comme condition de la possibilité du travail, puisque c'est bien la thèse d'Engels, nous voyons que le travail se donne à son origine même comme une activité essentiellement naturelle. En effet, les mains ont beau être travaillées par le travail, en quelque sorte, elles n'en restent pas moins des organes physiologiques de notre nature. Pourtant, tout en ayant une origine parfaitement naturelle, le travail ne se présente pas moins comme une activité essentiellement humaine. Alors, c'est ce que dit Marx dans Le Capital. Certes, une abeille, donc,
ce que l'abeille fait par ses cellules de cire, l'architecte et le maçon le font par le bâtiment. Et ce que fait l'araignée par la toile, le tisserand de Silésie, par exemple, l'accomplit par le fil et le tissu. En usant de ses forces naturelles, bras et jambes, tête et main, nous dit Marx, pour s'assimiler la nature extérieure, l'homme agit comme tous les êtres vivants. Il opère une transformation de la matière. Et cette transformation de la matière, on le sait depuis Aristote, c'est en fait la forme universelle de l'activité de la nature. La nature, c'est un processus d'auto-transformation. Pourtant, le travail humain n'est pas seulement que le travail de la nature. Il existe, dit Marx, une rupture essentielle entre l'activité animale et le travail humain. L'animal met en œuvre une activité purement instinctive, tandis que l'homme met en œuvre une forme d'activité consciente et réfléchie. Le travail est donc une activité consciente et réfléchie. Il ne faut donc pas confondre le travail de la nature, quand on dit par exemple que la nature travaille, ça n'a pas le même sens que quand on dit que l'homme travaille, puisque l'activité de l'homme est consciente et réfléchie, là où le travail, précisément, de la nature, est ni conscient ni réfléchi et n'est qu'un mouvement de transformation de la matière. En effet, le travail humain se différencie de la simple transformation naturelle immédiate, en ceci d'abord qu'il implique des intermédiaires dans la production, c'est-à-dire que tout le processus de travail consiste en fait dans la mise en œuvre de moyens en vue d'obtenir une fin que l'homme est capable de se représenter. Marx explique les éléments simples dans lesquels se décompose le procès de travail dans ce fameux chapitre 7 du Capital, du livre 1. L'objet, d'abord 3 éléments. L'objet sur lequel le travail agit, c'est-à-dire les matières naturelles ou ce qu'on appelle les matières premières. Ensuite, il y a évidemment les moyens par lesquels le travail agit, c'est-à-dire ce qui permet de traiter par l'ensemble des moyens techniques la matière première qui est présentée. Et l'activité, dernier élément, l'activité personnelle du travailleur, l'activité personnelle de l'homme, c'est-à-dire le travail proprement dit. De ce point de vue-là, on voit bien que le travail proprement dit implique des moyens. Elle n'est donc pas une simple assimilation immédiate ou naturelle qui consiste par exemple dans la prise de possession de subsistances toutes trouvées. Pour le dire très simplement, pour Marx, la cueillette et même la chasse, ce n'est pas à proprement parler du travail. Si les choses sont immédiatement données, il n'y a pas à proprement parler de travail. En effet, ça c'est une référence un peu importante, mais c'est l'état primitif des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui laisse dans la mémoire de l'humanité l'image d'un âge d'or et d'un paradis perdu où justement l'homme, probablement plus connecté à la nature, ne travaillait pas au sens précis du terme. Pour une simple raison d'ailleurs, les moyens techniques sont tout à fait rudimentaires. C'est cet âge d'or que, par exemple, pour les choses que vous connaissez, met en scène Charlie Chaplin dans les temps modernes lorsque Charlot se met à rêver de sa future demeure. Rappelez-vous, les branches de l'oranger arrivent jusque sur la table de la cuisine et le matin, une vache s'arrête juste devant la porte d'entrée pour prodiguer son lait sans que Charlot n'ait besoin de faire quoi que ce soit. Le rêve donc d'un monde sans travail qui est celui de chacun de nous en fait. Donc le travail humain n'est donc pas une simple assimilation immédiate, sinon justement il n'y aurait pas à parler de travail et c'est là qu'on va essayer d'analyser ce que sont que ces intermédiaires. Alors vous pourriez me formuler une objection. Vous me direz, l'homme n'est pas le seul être vivant à mettre en place des moyens pour obtenir ce qui est nécessaire à sa survie. En effet, le singe qui pèle le fruit, l'oiseau qui fait son nid, le castor qui construit un barrage et des huttes avec sa queue, transforment la nature en vue de son utilisation. Comme l'homme, ils ont eux aussi recours à des moyens. Réponse de Marx, évidemment, oui, mais précisément, ces moyens ne sont que des organes. En effet, les organes naturels permettent aux animaux des techniques qui ne sont que la mise en œuvre de pratiques instinctives. Dans le travail proprement humain, au contraire, le travailleur convertit des objets extérieurs en organes de sa propre activité. Ce qui caractérise donc les intermédiaires propres du travail humain, c'est qu'ils sont extérieurs à l'activité biologique du corps. Ces intermédiaires, évidemment, sont soit des instruments, soit des outils. Mais là encore, objection. L'homme n'est pas le seul animal à utiliser des moyens externes en vue de satisfaire ses besoins. En effet, mesdames et messieurs, alors j'ai pris ces 2 photos exprès, elles sont problématiques toutes l'une et l'autre. Si vous voulez, on y revient dans la discussion, mais ce n'est pas pour rien que j'ai pris celle-là. En fait, voilà, on en rediscute, ne vous inquiétez pas. Mais évidemment, on pourrait dire, les singes aussi, par exemple, sont capables d'utiliser un bâton pour aller chercher des fruits ou des fourmis. Ils sont même capables, certains, comme le chimpanzé à droite, d'effeuiller le bâton et de l'utiliser. On va même jusqu'à dire que certains chimpanzés, mais bon, ça, je ne crois plus rien des spécialistes des sciences cognitives, mais néanmoins, qu'ils iraient même jusqu'à stocker les bâtons pour réitérer leur usage. Alors, il y a une distinction extrêmement importante que je voudrais que vous remarquiez, que je veux que vous compreniez, parce que sinon on ne comprend pas grand-chose au Capital de Marx, c'est qu'il ne faut absolument pas confondre donc les instruments et les outils. En effet, les instruments, c'est un moyen dont on fait immédiatement usage, généralement dans l'urgence, une pierre, un bâton, sans qu'il y ait une fonction propre. L'outil, au contraire, c'est un instrument qui a une fonction propre et dont on fait usage dans un but précis.
C'est-à-dire qu'on l'a spécialement fabriqué en vue de cet usage précis. Et on va du coup le conserver en vue de réitérer cet usage. On voit bien donc qu'avec l'outil, il est nécessaire de se représenter les choses à l'avance, de s'en faire même, de se représenter une fin, c'est-à-dire qu'avec la notion d'outil, la notion de conscience est déjà impliquée. Donc l'usage des organes et des instruments peut être déterminé par l'instinct. C'est probablement le cas de nos chers singes, notamment le premier, qui est tout mignon, mais en fait, je vous raconterai son histoire après. Voilà, celui-là. Donc, en fait, ça peut tout à fait être déterminé par l'instinct. Il est en train de polir de la pierre, quand même, là. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il est en train de polir de la pierre, en quelque sorte. En gros, pour qu'il y ait voilà, pour qu'il y ait des instruments, seul suffit l'instinct. Au contraire, l'utilisation de moyens toujours plus extérieurs, et qui sont les outils, est toujours plus déterminée, ouvrant ainsi une série infinie de médiations avec l'intervention d'une cascade de moyens en vue de la réalisation d'une fin qu'on s'est représentée, doit nécessairement, et c'est ça la thèse de Marx, être intellectuellement conçue et méditée avant l'action. C'est donc en interposant toujours plus d'intermédiaires entre lui et son activité et entre lui et la nature, que l'homme se sépare progressivement de la nature et fait d'eux avec sa propre activité. C'est d'ailleurs par le travail et donc par l'histoire que sa physionomie même s'est probablement transformée. Sous une forme qui donc appartient exclusivement à l'homme, le travail en tant qu'il use d'outils doit être une activité nécessairement consciente et réfléchie. En gros, c'est ça, la conscience n'est pas autre chose que l'intériorisation du rapport de l'homme à la nature en tant qu'il travaille et interpose des outils toujours plus complexes pour satisfaire des besoins toujours moins naturels, en fait, en quelque sorte. Alors, je saute cette partie, mais néanmoins, c'est parce que le travail est donc conscient qu'il est nécessairement pénible. C'est-à-dire que le travail est le résultat d'une double peine. Non seulement on travaille pour satisfaire les besoins, le besoin est un manque qui nous fait infiniment souffrir, mais en plus, vous avez compris le problème avec l'homme, le travail résulte mais en plus, donc, on doit toujours mettre en place des moyens toujours plus nombreux et des moyens toujours plus contre nature pour satisfaire ces besoins pourtant naturels. Donc, il y a une double peine, le besoin d'abord et la mise en œuvre de moyens toujours plus complexes et toujours plus contre nature pour les satisfaire. En effet, donc le travail est d'autant plus difficile qu'il éloigne le travailleur du libre jeu de ses forces corporelles et intellectuelles. Il est d'autant plus pénible qu'il le contraint de l'extérieur à un type d'activité à laquelle il doit se plier, à laquelle il doit s'appliquer de façon biologiquement contre nature. C'est précisément ce qu'on appelle la pénibilité. Donc, la médiation consciente du travail, c'est en fait la mise en œuvre d'une articulation toujours plus pénible d'efforts. Et là où la nature semble produire immédiatement et sans effort sa propre autotransformation, l'homme, évidemment, inclut la pénibilité. En fait, même les activités les plus intenses des animaux nous paraissent parfois être des jeux. Pensez aux abeilles. Chez l'homme, évidemment, même l'activité la plus intense et la plus maîtrisée ne pourra jamais être comparée à un jeu. Alors, subordonné de la sorte au but que l'homme s'est représenté, l'homme n'est jamais à l'abri de voir son but lui échapper. Ce but peut être en effet, ce but peut en effet lui être infligé sous la contrainte par le besoin biologique, par la nature par exemple. Mais il peut aussi, notamment si des classes sociales sont apparues dans cette société humaine, être imposé par un autre homme, précisément, qui serait par exemple propriétaire des moyens de production. Cette manière que l'homme a de voir son produit lui échapper ou le but lui être imposé, c'est précisément ce qu'on appelle l'exploitation. Alors, c'est précisément la forme dans le travail que prend l'aliénation du travail. En voyant donc le produit du travail lui échapper, l'homme devient alors passivement soumis à ce qu'il a pourtant activement produit, et ce de là dans sa propre activité. C'est un paradoxe que décelait déjà Hegel dans la célèbre dialectique du maître et de l'esclave, et que Marx appelle précisément l'aliénation. L'aliénation du travail commence donc avec le phénomène d'exploitation que vous étudierez la semaine prochaine avec l'économie politique. Alors, évidemment, l'exploitation désigne d'abord toute situation où les hommes travaillent gratuitement pour d'autres hommes. Par ailleurs, l'exploitation, c'est ensuite la production par le travailleur d'un surproduit social, c'est-à-dire de ce qui est produit en plus de ce dont la société a directement besoin, et qui est accaparé par une partie de la société au détriment d'une autre. L'exploitation, c'est enfin, et c'est celle-là l'exploitation capitaliste, l'utilisation par le capitaliste de la force de travail en vue de produire de la plus-value. Alors, on ne va pas s'attarder sur l'exploitation et encore moins sur l'exploitation capitaliste, mais il faut penser donc que l'aliénation du travailleur, que le travailleur se comporte dans l'aliénation envers son travail comme envers une puissance étrangère, y compris et surtout dans son travail social, c'est-à-dire dans sa combinaison avec le travail d'autrui, en vue d'un but commun. En fait, l'ouvrier se retrouve paradoxalement étranger à sa propre activité, exactement comme le cheval de trait face aux rênes et aux morts qui le guident.
Imaginez évidemment que l'outil devienne une machine et que la machine devienne machinisme industriel. C'est ce que le machinisme industriel d'ailleurs révèle de la manière la plus sordide et la plus violente. Le travail humain se retrouve soumis au mouvement d'une machine, un peu comme si l'ouvrier était soumis à l'activité de son propre outil, qu'il devenait l'outil de son outil, aussi parce que, par exemple, cet outil serait possédé par un capitaliste, par exemple. Alors, donc, précisément, le travail humain, par sa nature même, se distingue de l'activité animale. L'exploitation laisse le travailleur face à son activité comme un animal face à la sienne, dans l'indifférence, la passivité et la soumission. C'est ça qu'on appelle l'aliénation dans les manuscrits de 44, de Marx. C'est parce que le travail humain est en quelque sorte libre par nature, parce que conscient et réfléchi, que le travail exploité est justement un travail aliéné. Il n'y a pas à proprement parler d'aliénation pour le bœuf ou le cheval de trait. Alors, on va conclure très simplement en mettant tout ce qu'on a dit là au service de ce problème quand même des classes sociales que nous ne ferons qu'introduire ici et qui sera évidemment discuté dans les prochains topos que j'espère que vous suivrez. Précisément, toute notre analyse de l'outil en fait avait une fonction non seulement pour définir le travail humain et comprendre qu'il était nécessairement conscient et réfléchi, mais pour définir également autre chose. Précisément parce que notre problème à nous, c'est de renverser un État, et précisément parce que l'État, chez les marxistes, c'est précisément un outil par lequel une classe économiquement dominante devient justement politiquement dominante. En effet, et je terminerai là-dessus, c'est presque ma conclusion, toute société, même animale, comme vous le savez, est le résultat, comme vous l'avez vu avec la dialectique, est le résultat de sa relation essentielle à son environnement naturel. C'est ça qui explique également l'évolution des espèces. Or, l'homme seul interpose des outils fabriqués pour le traitement de cet environnement. Ces outils sont donc autant de moyens de production susceptibles de satisfaire des besoins, y compris non naturels, d'une société humaine. Ces moyens donc, de production sont ce par quoi une société humaine va intérioriser la relation qu'elle entretient avec la nature, sous la forme de l'histoire d'abord. Donc, évidemment, tous les peuples qui utilisent des outils ont donc une histoire. Tout peuple humain a nécessairement une histoire, puisqu'il met en place des outils, sinon c'est qu'il n'est pas humain. Et d'une vision de la société, une division de la société en classes d'abord. Donc, c'est ce rapport essentiel à la nature qui va être intériorisé sous la forme, évidemment, du développement de l'humanité, mais évidemment, sous la forme de l'apparition des classes sociales et, plus tard, de l'apparition de l'État. En effet, avec le développement historique, des moyens de production et des rendements bien supérieurs qu'ils entraînent, apparaît la possibilité d'un surproduit social. Donc, j'ai déjà dit, le surproduit social, c'est ce qui est produit en plus de ce dont la société a directement besoin pour survivre. Et donc, c'est la possibilité économique d'une accaparation de ce surproduit par une partie de la société au détriment d'une autre. Avec le développement des moyens de production, apparaît donc ce que Marx et Engels appellent des rapports de production, c'est-à-dire des rapports de propriété d'abord, des rapports de force politiques ensuite, entre des groupes sociaux devenus de véritables classes sociales. Ces rapports de production découlent donc du développement des moyens de production et conservent un lien direct, forcément. Les groupes sociaux qui rentrent dans ces rapports de production ont tous un lien direct à ces moyens de production. Soit ces groupes sociaux possèdent les moyens de production, soit ces groupes sociaux y travaillent. Tout le reste, malheureusement, dans le marxisme, n'est pas à proprement parler de l'ordre des classes sociales. C'est pour ça qu'on peut donner rapidement cette définition d'une classe sociale. Donc, c'est un certain rapport aux moyens de production. Une classe sociale, donc, c'est un groupe social qui a un rapport direct aux moyens de production, qui conditionne la survie, la subsistance et le mode d'existence de la société, c'est-à-dire son rapport à la nature. Et au fur et à mesure que se développent d'ailleurs les moyens de production, peut varier la manière que non seulement la classe a d'exister économiquement, mais même de prendre conscience d'elle-même. En effet, une classe sociale, soit elle possède les moyens de production, je ne le répéterai jamais assez, soit elle y travaille. C'est pourquoi, donc, si les moyens de production changent, les rapports de production changent et des classes sociales apparaissent et disparaissent. Parce qu'elle a donc un rapport direct avec les moyens de production, une classe sociale a donc un rôle économique déterminant. Elle a une origine historique liée au développement de ces moyens de production. Et parce qu'elle a une origine historique, liée donc au lien direct avec ces moyens de production, elle est susceptible de promouvoir un projet politique. Donc, n'oubliez pas, une classe sociale, ce n'est donc pas une catégorie sociologique, c'est précisément une catégorie politique. Ce qui caractérise une classe sociale, c'est que de par son rôle qu'elle a dans les rapports de production, aussi parce qu'il y va de la vie de la société, justement, elle a un projet politique, c'est-à-dire qu'elle peut revendiquer, prendre le pouvoir et réorganiser toute la société en fonction de ses intérêts propres, en ralliant ou en soumettant la totalité des autres classes sociales de la société. C'est exactement ce que fit notre chère bourgeoisie française en 1789 en réalisant sa révolution. Toutefois, du coup, pour détenir le pouvoir politique, une classe sociale doit en trouver le moyen. Ainsi, selon Engels, le pouvoir politique, l'État, est un instrument qu'une classe adapte aux fins de sa domination.
Par là, l'État s'institue non seulement comme un instrument, bien entendu, mais en fait comme un véritable outil. Or, d'une part, l'instrument comme l'outil sont des moyens externes. Et le second, l'outil, est, comme vous le savez, spécialement fabriqué en vue d'une tâche spécifique et donc est plus efficace mais moins polyvalent. De plus, si si l'État est un outil, ça veut dire qu'il est extérieur à la société qui lui a donné naissance. C'est bien donc que l'État a une existence séparée de la société, précisément pour se retourner contre elle. Là, je vous demande de garder, et je termine là-dessus, cette affaire de l'aliénation. L'État est donc à la fois ce qui fait qu'une classe sociale et politiquement dominante, une classe au pouvoir, par le biais d'un outil politique de domination économique. C'est ça qu'on appelle l'État. Il est à la fois le produit de la société, à la fois séparé de la société. Il est ce par quoi la société se sépare d'elle-même et se rend ainsi étrangère à elle-même et se trouve en fait soumise à ce qu'elle a elle-même produit. L'État sera donc la force, d'abord armée, qui rendra manifeste cette domination politique et la soumission de toutes les autres classes sociales de la société. L'État n'a donc de fonction qu'essentiellement répressive et n'a d'existence donc que comme outil de domination de classe, c'est-à-dire qu'avec les classes sociales, même quand cet État se donne des allures démocratiques. Précisément, elle implique un ensemble d'organes, armée permanente, bureaucratie, administration, idéologie, structure juridique, clergé, propre au pouvoir de la classe dominante. C'est la condition, partout, pour qu'une classe puisse continuer à exploiter une partie de la société et puisse continuer à accaparer une partie du surproduit social. Par conséquent, contrairement à ce que nous disent certains, en vérité toute la gauche, si la classe ouvrière peut parfois se servir de l'État bourgeois comme d'un instrument, elle ne peut jamais l'utiliser comme un outil, puisqu'il a été précisément fabriqué contre elle. Il nous est tous arrivé, dans toutes les luttes auxquelles nous avons participé, y compris à nos camarades d'entreprise, d'utiliser la juridiction bourgeoise, y compris contre la bourgeoisie elle-même. Mais néanmoins, l'État bourgeois ne pourra jamais, contrairement à ce que pourrait dire Mélenchon ou le Parti communiste français, être un outil pour la justice sociale. Pour défendre ses intérêts, la classe ouvrière ne peut donc rien faire d'autre que de briser la machine d'État qui garantit son exploitation en assurant sa soumission. Elle devra donc bien fabriquer son propre outil, son propre État ouvrier, mais comme tout outil a lui-même besoin d'être fabriqué et que tout éducateur, comme le dirait Marx, a lui-même besoin d'être éduqué, la classe ouvrière doit donc d'abord fabriquer son propre parti, seule garantie de son indépendance politique pour prendre le pouvoir et réorganiser toute la société en fonction de ses intérêts propres. Fabriquer l'outil de tous les outils, l'organe de tous les organes, le parti de la classe ouvrière, c'est ce que nous vous proposons de faire avec nous dans les prochaines années.